très vite, je comprends que quand tu es artiste, simplement, tu ne t'en sortiras pas. Et parfois, même on commence le projet, on est amis. En cours de chemin, ça tchakala. Parce que c'est la vie, on est humain. Exactement. Mais le projet ne tchakala pas, on continue. Et c'est là où je commence, à chaque injure, je renvoie 4. Et je prends le temps et la peine. Parfois, je répondais à 2000 commentaires. Comment vous arrivez en Côte d'Ivoire et comment vous avez pu saisir ces opportunités que vous avez eues en Côte d'Ivoire? On peut échouer même dans ce que l'on n'aime pas, donc autant faire ce qu'on aime, ce qui nous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de MK Media dans le cadre de votre émission Dis-moi ce que tu fais. Alors aujourd'hui, je précise, l'émission est assez spéciale. Nous allons ajouter un peu d'humour, j'aime bien appeler d'humour humoristique parce que c'est très important. Nous recevons un humoriste, pas comme les autres en tout cas, parce que à le voir déjà et surtout à regarder son expression, son mood, ça nous donne la joie de vivre, ça nous donne du bon mood également, de la vibe comme j'aime bien le dire. Aujourd'hui, alors nous recevons celui-là, un grand Valérie Ndongo. Valérie Ndongo, bonjour et bienvenue sur MK Media. Bonjour et merci pour l'invitation. J'espère que ça va. Non, ça va Tout très va bien. bien? Tout va très bien pour l'instant. Pour l'instant en tout cas. Parce que tu sais, en tant qu'entrepreneur et surtout avec du talent, il y a plusieurs qui se plaignent, tout ne va pas toujours comme ils veulent. Et je m'attendais à ce que tu mettes un peu d'humour. Tu me dis par exemple, ça ne va pas. Pour une ou deux, trois choses, parce qu'il y en a qui le font. Non, ça ne va pas. Ça, on sait que ça ne va pas. Ça ne va pas. Je veux dire, quand tu vis au Cameroun, tu sais que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas, mais dans le ça ne va pas, ça va quand même aussi. Oui, parce que si on est là, on est debout, si on arrive à faire l'émission qu'on fait là, maintenant, là, c'est qu'il y a quand même des choses qui vont. Les choses qui vont, mais ça va, comme on dit vulgairement au quartier, ça va pas malgré. Oui. Ça ne va pas parce que c'est trop bien organisé, trop bien structuré. Ça va parce que les Camerounais ont quand même la faculté de savoir se battre. Exactement. Dans ce pays, tout le monde est un lion. C'est clair. Tout le monde est même un dragon. Les gens crachent le feu. Voilà. Les gars crachent le feu. Oui. Pour s'en sortir ici au pays, il faut cracher le feu. Tu ne craches pas le feu, tu vas brûler. C'est clair. Là, vous parlez comme un bon Camerounais. Oui, si tu ne te bats pas, genre tu te bats pour ta vie en fait. Ici au pays, on se bat pour sa vie. D'accord. On se bat d'abord pour survivre. Très important. Maintenant, quand tu survis, tu peux maintenant espérer vivre. C'est clair. Mais avant, c'est d'abord la survie. On est en mode survie ici au pays. D'accord. Alors, on va commencer simplement. Tu as parlé de survivre, également de vivre. Parle-nous donc de toi. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu survis? Alors moi, je vis en malbouchant, en faisant la malbouche sur la vie des gens. D'accord. En racontant des blagues, en étant sur le net, à faire les clashs matin et soir. Enfin, je fais pas les clashs matin et soir, ça c'est Malox qui fait ça. Alors, vous avez un timing spécifique? Non, ça c'est pour le Viber. D'accord. Non, moi, généralement, je réagis au clash. Tu vois. Moi, je suis plutôt genre, si tu m'insultes une fois, tu m'insultes 4 fois. D'accord. Ça, c'est sur le net, il faut avoir le cardio, il faut être très nerveux. Parce que sur le net, il n'y a pas le lait là-bas. Vous me rappelez un peu les taximans, parce qu'ils ont tendance à dire, en route, tu n'as pas le cardio, tu ne vas pas t'en sortir. Tu n'as pas le cardio, tu ne t'en sors pas. Si tu n'as pas le cardio, sors d'Internet. C'est clair. Là, tu as une chance de t'en sortir. Parce que là-bas, il y a, en fait, le net est un peu divisé par clan ici au Cameroun. C'est un peu dommage. Si tu n'es pas d'un clan, techniquement, si tu n'es pas d'un clan, il ne devrait pas avoir de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a des clans qui estiment que si tu n'es pas dans leur clan, si tu n'as pas leur pensée et leur discours, tu es un gars à abattre. D'accord. Pourtant, il n'y a pas de problème. J'aimerais savoir, Valérie, D'abord, le net. D'abord, moi, je suis dans le camp de la malbouche. Ah bon? Non, moi, je suis artiste. Moi, je suis artiste. Je ne suis dans aucun camp et je suis dans tous les camps en même temps. C'est-à-dire, je sais défendre ma pensée personnelle et je sais aussi faire des concepts où je donne la parole à plusieurs personnes pour essayer, on va dire comme ça, d'éclairer la lanterne des uns et des autres et de permettre que les gens puissent écouter des personnes qui ne sont pas toujours très écoutées. Parce qu'il y a tellement de bruit en ligne qu'il est difficile de prendre du temps
pour écouter quelqu'un. Donc ça c'est ce que je fais. Mais après, quand je prends une décision, quand je décide de soutenir quelqu'un et pas quelqu'un d'autre, ça, je motive mon soutien et je défends mon soutien. Et c'est là où, quand tu m'insultes une fois, tu m'insultes 4 fois. Parce que là, sur Internet, là, c'est pas là. Là-bas, si tu baisses la tête, on t'écrase, on te... on ne baisse rien. D'accord. Vous avez mentionné quand on m'insulte une fois, j'insulte 4 fois. Ça veut dire que si on vous insulte, ça veut dire que si on vous insulte par la base, vous êtes calme. Oui. En fait, beaucoup de personnes, ces derniers temps, ont été surpris de me voir répondre par des injures. Ben, moi, je leur ai dit, vous savez, vous ne connaissez pas les gens. Oui. Et personne n'a le monopole de la barbarie, le monopole de la malbouche, le monopole de l'intelligence, le monopole de quoi que ce soit. Donc, quand les gars m'ont tenté sur le chemin là, moi j'ai répondu avec une violence. C'est eux qui étaient Wanda, mais moi je sais que je suis capable de ça. Mais ce n'est pas des choses qu'on va faire tout le temps. Et et sur certains couloirs, il faut savoir répondre aux gens beaucoup plus violemment qu'eux ne l'ont fait, pour qu'ils se calment, qu'ils comprennent que la violence, c'est pas bon. On doit pouvoir... Non, il faut combattre le feu par 4 feux. D'accord. Parce qu'il faut que ton feu brûle sa part de feu. Exactement. Et là, maintenant, quand il va revenir, il va se calmer. On va donc échanger. On peut ne pas être d'accord. Le principe, c'est qu'on peut ne pas être d'accord. On peut passer des décennies sans être d'accord. Mais ça ne doit pas empêcher qu'on puisse discuter, qu'on puisse parler, qu'on puisse même boire un verre et qu'on puisse même avoir des projets ensemble. Quand on va parler de l'entrepreneuriat, on va peut-être venir sur ce point-là. En entreprise, on n'est pas obligé d'entreprendre avec les gens avec qui on est amis. Ce n'est pas obligatoire. Tu peux entreprendre avec une personne qui ne partage pas tes opinions, qui n'a pas le même avis que toi sur plusieurs questions. Mais si l'objectif de l'entreprise est clair et que les compétences des uns des autres, donc vos 2 compétences, vont vous permettre de porter l'entreprise, on travaille ensemble. Exactement. Moi, j'ai fait plusieurs projets avec des gens avec lesquels je n'étais pas ami. Ils savaient que je n'étais pas bien avec lui, je savais qu'il n'était pas bien avec moi. Mais ça n'a pas empêché qu'on fasse le projet. Et parfois, même on commence le projet, on est amis. En cours de chemin, ça tchakala. Parce que c'est la vie, on est humain. Exactement. Mais le projet ne tchakala pas, on continue. Donc, c'est une façon de dire que quand le projet est bien pensé, quand l'objectif final est commun, on gère. On fait les compromis. C'est comme ça la vie. C'est comme quand un homme vit avec une femme. On fait les compromis. Parce que la femme, elle croit souvent qu'elle est un ange. Alors qu'elle est un démon. Et l'homme alors? Nous, on est les enfants de Jésus. C'est-à-dire que nous, c'est notre bon cœur qui va nous tuer. Moi, je vous dis ça, je vous regarde dans les yeux. C'est le bon cœur qu'on a, c'est qui va nous tuer. Moi, je me disais plutôt que le bon cœur venait du côté de la femme. Non. Nous, les hommes, nous, on sait qu'on est mauvais. D'accord. C'est une bonne chose. Les femmes croient qu'elles sont des anges. D'accord. Ce qui fait que le jour où son côté démoniaque sort, elle met Wanda. Elle est étonnée. Elle est étonnée. Mais donc, nous, on lui dit quand même, nous, on sait que tu n'es pas bien. C'est seulement qu'on te yamo. Donc, c'est la différence. Tu vois un peu quoi. Donc, le fait de croire vraiment que tu es un ange, parce que quand on dit ça à une petite fille depuis qu'elle est petite, oh mon ange, ma princesse, oh mon ange, ma princesse, il y a les femmes qui croient vraiment qu'elle est un ange, elle est une princesse. Pourtant, elle est demi-ange, demi-démon en fait. Mais c'est la partie démoniaque qu'elles ne veulent pas. Bref, on continue l'émission. En tout cas, vous êtes notre démon qu'on connaît quand même. Je trouve ça parfait. Le démon qu'on connaît, on aime. Moi, je ne suis pas le bon diable. Non, vous êtes le bon diable en tout cas. Alors, vous avez parlé de plusieurs projets. J'aimerais qu'on commence d'abord par le projet humoristique. Alors, moi, quand je commence le métier d'humour de façon professionnelle, c'est en 2003. Mais je faisais déjà l'humour un peu avant. Moi, je m'a dit que j'ai commencé le métier en 2003 parce que le 5 janvier 2003, c'est la date précise où je présente mon premier one-man show professionnel. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà commencé en 2003 de façon professionnelle. Alors, très vite, je comprends que quand tu es artiste, tout simplement, tu ne t'en sortiras pas. Il faut absolument ajouter à la casquette d'artiste celle de producteur, donc d'entrepreneur. C'est obligatoire. Sinon, tu es à la merci des autres. C'est les autres qui doivent penser les projets et penser à toi. C'est les autres qui doivent chercher les opportunités et penser à toi. C'est les autres qui doivent se battre, trouver les plateformes d'expression et penser à toi.
Et comme ils n'ont aucune obligation de penser à toi, donc ils ne penseront pas forcément à toi. Et toi, tu seras toujours en train de naviguer, en train de te battre, en train de suivre les gens à gauche et à droite. Moi, j'ai dit non. Il faut que je mette en place une structure. Il faut que je sois autonome en termes de structuration de ma carrière. Et à l'époque, le mot, on n'utilisait pas le mot entreprendre. On utilisait plus l'expression se structurer. C'était déjà de l'entrepreneuriat en fait, mais je dis dans les années 2003, 2005, 2006, on n'utilisait pas l'expression entreprendre beaucoup. On utilisait vraiment, c'était plus genre, il faut te structurer, il faut avoir un cadre professionnel et tout, mais c'était déjà de l'entrepreneuriat qu'on faisait. Donc moi je crée ma première structure officiellement en 2008. Donc ça a quand même pris du temps. Entre 2003 et 2008, c'est quand même 5 ans. Le temps de comprendre et le temps d'enregistrer l'information selon laquelle il faut absolument être dans un cadre d'abord juridique, légal, qui te permet de faire des projets et d'aller vers des mécènes, d'aller vers des sponsors, d'aller vers des États qui peuvent te subventionner, peuvent t'accompagner. Il faut que tu sois d'abord dans une structure légale. Donc la première étape, c'est légaliser l'association. C'est par là que je commence en 2008, association. Et à travers l'association, donc, je commence à monter des projets. Je le faisais déjà avant l'association, mais ça n'avait pas le même caractère. Parce qu'avant 2008, je n'avais jamais obtenu une subvention avec ma structure. Ça veut dire qu'à ce moment-là, en 2008, vous avez eu les opportunités, les ouvertures. Oui. Avant 2008, j'avais des bourses à titre personnel. Parce qu'il y a plusieurs structures qui font des bourses à titre personnel. Il y avait beaucoup la francophonie à l'époque, un peu moins maintenant. Il y avait toujours l'ambassade de France. Il y avait des structures, Prince Claus. Il y avait beaucoup de structures. Il y avait, comment ça s'appelle, Africalia, qui s'est barré à un moment. Il y avait beaucoup de structures qui accordaient des subventions à titre individuel. Mais les subventions à titre individuel ne pèsent pas autant que les subventions accordées à une association ou à une entreprise. Et je comprends ça avec le temps. Et à partir de 2008, quand je légalise l'association Africa Stand Up, qui plus tard est devenue entreprise, parce que c'est la même association que j'ai mutée en entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise s'appelle Africa Stand Up Production. Parce que là, ça a muté. Donc, c'est à partir de là que je crée donc le projet Stand Up Night Show, qui a été le premier projet vraiment connu du Cameroun, avec Major AC et moi. Au début, on était avec Wako Fogon, on a commencé avec Wako Fogon. Après, on est resté juste Major AC et moi. Et c'est dans cette structure-là donc que ce projet-là naît. Et on a très vite, on a des sponsors importants à l'époque. On avait 2 gros sponsors, on va dire 3. L'Institut français qui nous accompagnait. On avait Orange Cameroun et les brasseries du Cameroun. C'était quand même pas mal. C'est là où j'ai commencé à manger le bon argent. Ah bon? Oui. J'ai commencé à manger le bon argent en 2009 parce que je crée en 2008, mais c'est en 2009 que ça se met vraiment en place. Et le projet explose parce qu'on avait eu un partenariat avec la chaîne Canal 2. Le partenariat, on devait l'avoir avec STV. Mais STV, vraiment, sans vouloir faire des polémiques, ils avaient fait un peu n'importe quoi. Il y avait un peu trop de bureaucratie à STV. Il fallait attendre que le PDG rentre d'un voyage aux États-Unis. Il faut faire. C'était trop compliqué. C'est trop compliqué. Canal 2 avait été extrêmement pragmatique. Le DG est venu, tac, on est allé au restaurant, puis de manger, c'est comment. Tac, on a fait l'accord signé. Il a payé ce qu'il avait à payer, on a quitté sur les problèmes. On a tout géré en un soir. Un soir, comme ça, on a tout géré. On s'est tombé d'accord, on a signé le partenariat. Et puis, STV, c'était encore dans les non, on va voir, demain ça va aller. Il y a des... Mon frère, déjà, moi, je louais déjà une maison. Quand quelqu'un loue une maison, il faut plus blaguer avec l'argent. Exactement, le bailleur l'a fait. Et le bailleur, en plus, le bailleur, quand il te voit à la télé, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire qu'il n'y a pas l'argent, comment? Tu as l'argent. Donc, ce projet a été vraiment le premier projet, même en termes de projet artistique et culturel au Cameroun, ça a été le premier projet vraiment structuré et majeur au Cameroun.
Ça a été un succès, un gros raz-de-marée, ça a très bien marché. Oui. Et voilà quoi, et ça nous a propulsés au devant de la scène. On était déjà là depuis. Oui. On était déjà passé 2000, le projet explose vers 2009. La première année qu'on lance, 2009, ça explose. Mais ça faisait déjà 6-7 ans qu'on était là. Juste pour dire que un projet, c'est difficile qu'il explose en quelques temps. Enfin, c'était difficile. Parce que maintenant, avec le net, le numérique, les réseaux sociaux, le temps de brissance est diminué encore. Parce que moi, comme je vais l'expliquer là, ça a pris pratiquement 7 ans avant d'avoir une notoriété à l'échelle nationale. 7 ans. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en 1 an, si tu es concentré sur les réseaux sociaux, que tu fais une vidéo chaque jour pendant 5 jours sur 7, et il y a des gars qui ont le Hemley, ils ont la rage. Ils font une vidéo tous les jours que tu as créée. Au bout de 6 à 8 mois, maximum 1 an, ben, il explose. Voire même international. Oui, le net, après, quand tu es déjà à partir de 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, c'est plus seulement une affaire du Cameroun. Exact. Tu es déjà, il y a la diaspora camerounaise et africaine qui est là sur toi, et tu as déjà l'Afrique qui est sur toi, quand tu es déjà quelqu'un de très connu. Et ça peut te prendre 1 an. Hein? 2 ans, c'est si tu es un peu fainéant quand même. Et si ton contenu n'est pas trop intéressant. Là, vous venez de donner un conseil très important pour cela, parce qu'il y en a d'autres qui disent, bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, là, vous essayez de nous faire comprendre qu'il n'était pas assez consistant. C'est pas un truc d'un jour ou 2 jours. Oui, il ne faut pas aussi oublier que même sur le net, la qualité reste de mise. D'accord. Si ce que tu proposes n'est pas intéressant, fais tes vidéos 300 ans. Oh là là. Ça ne va pas briser. D'accord. Mais non, le net a cette particularité que ce qui intéresse les gens n'a pas forcément, je veux dire quoi, une formule magique. C'est juste que c'est comme l'art vivant, c'est comme la télévision. Il faut réussir à faire un concept qui va intéresser les gens, qui va parler les gens. C'est pour ça qui va parler aux gens, pardon. C'est pour ça qu'on dit généralement et de façon vulgaire et même péjorative, on dit souvent que sur le net, les gens aiment les choses bêtes. Oui. On dit plus un truc est bête, plus on aime ça. C'est une façon péjorative de dire que les gens aiment les choses qui leur parlent. Sur le net, les choses bêtes, quand on dit bêtes là, c'est des choses pas bêtes. C'est juste des choses intéressantes et c'est des choses souvent trop simples. Mais comme on dit, il fallait y penser avant. Exact. Et c'est ces choses simples-là qui parlent aux gens, qui intéressent les gens. Parce que les gens vont sur le net, pas forcément pour cogiter. Après, le net est bien parce qu'il y a des compartiments. Ceux qui veulent cogiter, il y a le couloir pour cogiter. Ceux qui veulent les trucs bêtes, entre guillemets, il y a le couloir. Et dans le net a les couloirs pour tout le monde. Il y a la place pour tout genre de type. Tout le monde trouve son compte. Et puis, paradoxalement, ce que les gens pensent, les contenus les plus rentables en ligne sont plutôt les contenus où les gens cogitent en fait. Contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas les contenus bêtes là, comme on dit entre guillemets là, que je ne trouve pas bête, mais on le dit parce que c'est comme ça qu'on dit ça. Ce n'est pas ça le plus rentable. Le plus rentable, c'est vraiment les contenus où il y a une vraie réflexion. Parce que, pourquoi c'est plus rentable? Parce que les gens qui ont le vrai pouvoir d'achat sont prêts à payer pour ces contenus-là. Les contenus, entre guillemets, bêtes comme on dit, c'est les contenus qui sont rentables parce qu'il y a beaucoup de vues, ça partage beaucoup, ça. Maintenant, les contenus avec un vrai contenu qui parle, instructif, ou alors même politique dedans, les gens non seulement ils voient, ils partagent, mais en plus ils payent. Ça attire. Ça attire parce que lorsque tu fais des contenus qui suscitent un débat, un vrai débat dans la société, c'est beaucoup plus rentable qu'un contenu qu'on va dire bête la machin, tout ça là. Et puis on oublie. Mais tout est rentable sur le net. Tout est rentable. Et tous les réseaux sociaux sont rentables. Maintenant, il faut savoir comment tu t'organises. Tous les réseaux sociaux. Organise-toi, trouve des gars. Il y a des petits gars et des petites filles ici dehors. Elles connaissent ce qu'on appelle le téléphone portable. Elles connaissent l'informatique. Tu vois une petite fille, 17 ans, un peu, elle a l'IA ou bien elle a Polytech. Elle prend ton téléphone et dit non, ouais, grand. Moi, j'ai des. En plus, c'est gens qu'on paye. Hein.
Moi, je paye plein de jeunes qui bossent sur mes réseaux derrière. Ouais, non, grand, oh, non, quand tu vas comme ça, là, regarde un peu, fais comme ça, là. Tu vois que c'est mieux comme ça, non? Elle te fait découvrir les choses. Tu es seulement là, ouais, ma fille, voilà. C'est bon, ça va. Non, je savais, je savais. Pourtant, aucune idée au départ, en tout cas. Oui, parce que c'est un outil professionnel. Exactement. Le téléphone portable, c'est une technologie quand même très avancée. Et plus le temps passe, plus il y a des fonctionnalités qui s'ajoutent. Et il y a des gens qui vont à l'école pour ça. Exactement. Moi, ce que je fais, c'est créer des contenus, c'est créer des choses que les gens vont regarder. Maintenant, le canal par lequel tu le diffuses, il y a des gens qui maîtrisent ce canal-là. Et c'est ces gens-là qu'il faut payer. Je dis bien payer. Parce qu'il y a les gens qui aiment là, oh mon petit, aide-moi un peu là. Non, il faut payer les gens là. Vous les vampires là, oh mon petit, regarde un peu, donne-moi un coup de main là, mon petit. Tu sais que le petit a fait comment pour maîtriser le téléphone ou bien la caméra qui me filme là. Il faut payer les enfants des gens. D'accord, c'est un métier comme tout autre. C'est un métier, et c'est même ce métier-là. En fait, le métier de la technique, c'est un métier un peu ingrat. En fait, c'est un métier très ingrat. Parce que le technicien, c'est lui qui fait tout le travail, techniquement. Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui met en boîte ce que l'artiste fait et c'est lui qui diffuse ce que l'artiste fait. Voilà. C'est vrai que les gens ne sont intéressés que par le propos de l'artiste. C'est vrai. C'est le propos de l'artiste qui touche les gens. Mais s'il n'y avait pas le technicien, ce propos-là n'allait pas arriver vers les gens. Exact. Donc c'est pour ça que je dis que le métier de technicien est un peu ingrat. Et c'est pour ça qu'il faut les payer, il faut bien les payer. Au début, quand tu n'as pas encore les moyens, vous pouvez jongler. Tous les influenceurs commencent toujours avec leurs 2-3 potes, ils font études dans leur chambre au quartier là. Quand il n'y a pas, ils se battent. Mais dès qu'il y a, il faut payer tes potes. Parce qu'il y a aussi des influenceurs, dès qu'il y a une de ses potes, il part chercher les gros ingénieurs en informatique de Polytech à gauche à droite, alors qu'il était au quad avec ses petits potes là qui se battaient. Donc vous là, je connais vos noms, on se connaît ici là. Donc payez vos potes avec lesquels vous avez commencé. Vos potes là qui se battent avec vous. Je crois qu'ils vont vous faire au cas où. Pour faire les. Et c'est les potes là. Tellement qu'on vous connaît. Au quartier, chaque matin ton pote vient, il te file et vous grandissez ensemble. Exactement. Lui aussi grandit en apprenant à faire les bons cadres, en sachant par rapport au son, il faut que tu sois à telle distance pour que le son soit bien, la lumière. Ils apprennent ensemble. Ils grandissent ensemble. Mais souvent certains influenceurs, quand ils brisent, ils n'aiment les petits là. Donc c'est à vous que je parle, les sorciers influenceurs qui n'aiment souvent les petits avec lesquels vous avez plus ensemble là. Dieu vous voit. Guipez-leur les dos, donnez-leur la force aussi. Voilà. Très important. Continuez les questions. Cette fois-ci, parlons d'entrepreneuriat. J'aimerais bien savoir, et je vais un petit peu toucher encore une fois votre côté humoriste, parce que on dit également l'entrepreneur, c'est celui-là qui peut dénicher les opportunités et surtout les saisir. Donc, j'aimerais savoir comment vous arrivez en Côte d'Ivoire et comment vous avez pu saisir ces opportunités que vous avez eues en Côte d'Ivoire. Plusieurs en tout cas. Ok. Alors, il faut que je précise une chose par rapport à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est en tant que Camerounais, c'est notre deuxième pays. La belle famille. Et ça, ce n'est pas un débat. Un Camerounais est un peu moitié ivoirien, un Ivoirien un peu moitié camerounais. Depuis qu'Eto s'est marié avec Georgette. Donc l'affaire là est partie. C'est jusqu'à la gare maintenant là. Il n'y a plus de débat sur ça. Alors ma rencontre ou alors mes opportunités avec la Côte d'Ivoire, c'est à travers la chaîne Canal+, en fait. Okay. C'est Canal+. On s'appelle là-bas les Canal+siens. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup de contenu avec Canal pendant un temps et tout, on s'appelle Canal+siens. Et lorsqu'il y a des projets, Canal+ privilégie de façon logique et normale les personnes qui sont dans sa chaîne. C'est comme si MK Media avait un projet, vous n'allez pas aller chercher les animateurs ailleurs. Vous allez d'abord gérer les animateurs que vous avez ici, les techniciens d'ici là. Si, après avoir géré tous ceux qui sont ici là, il y a encore des besoins, là vous pouvez donc aller regarder dehors. Mais Canal a pratiquement tout. Donc quand il y a un projet Canal+, on regarde en interne qui on a, qu'est-ce qu'on a comme animateur, comme présentateur, qui peut jouer, etc. etc. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis choisi parmi les animateurs qui devaient animer le Burger Quiz. Parce qu'on a commencé 5 ans à peu près. Très belle émission. Ouais, le Burger Quiz. Donc, mais à la base, je ne suis pas pressenti pour être animateur principal. Ça c'est sûr, c'est calé, je ne suis pas animateur principal. Donc je m'en vais à Abidjan pour faire 1 ou 2 émissions.
Dans mon contrat, c'était écrit dans mon contrat 1 ou 2 émissions. C'était pas écrit 2 émissions. C'était écrit 1 ou 2 émissions. Genre, si j'aimais la première, on pouvait dire que bon, ça va. Donc, moi, j'arrive à Abidjan. Moi, je fais ce qu'un bon Camerounais sait faire. Moi, je mets les organes. Bien évidemment. Et j'arrive, la première émission que je tourne, j'aime bien raconter ça, parce que j'avais vraiment la rage. Quand on m'envoie les pilotes du Burger Quiz, je prends la peine de regarder le Burger Quiz France. Parce que c'est une émission créée par Alain Chabat en France. Donc je regardais plusieurs émissions sur YouTube, c'est disponible. Donc je regarde, je vois. J'avais atterri à Abidjan vers 11h30 midi. Quand tu décolles ici vers 9h30, là tu arrives vers 11h30, c'est 2h30 de vol. Donc j'avais atterri un peu avant midi, mais je sors de l'aéroport vers 12h30. Le temps de faire les formalités et de faire le visa. On va envoyer un visa en ligne, il faut qu'on mette le visa sur le passeport. Donc je sors de l'aéroport vers 12h30. Je prends la route de Grand Bassam directement. Grand Bassam, on va dire l'équivalent, c'est un peu comme Balmayo. C'est comme si tu arrives en Simalène et puis tu fonces sur Balmayo. Donc ça c'est le bon exemple pour que tu visualises très bien. Mais avec Balmayo, quand même plus long, parce que Grand Bassam, c'est 18-20 km environ. Quand tu quittes de l'aéroport, j'arrive à Grand Bassam. On arrive à Grand Bassam vers 13h30 comme ça. Là, on a fait un peu moins d'une heure. 13h30, j'arrive, il y avait une émission qu'on tournait. Je regarde l'émission qu'on tournait. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, on tournait l'émission. Après l'émission était déjà vers la fin. Donc je vois quand même sur le moniteur. Après, c'est la pause. Petit déjeuner et tout, machin. On me briefe juste, pause café, on me briefe un peu. Et je dois tourner là. Oh. Je dois tourner là. C'est-à-dire, j'avais juste eu le temps de regarder l'émission. Et donc, je n'avais pas regardé du début jusqu'à la fin. J'étais arrivé, j'avais là commencé 10-15 minutes comme ça. Là. Et le tournage, chaque épisode, c'est 35-40 minutes à peu près. 45 minutes maximum par émission. Après, c'est la pause. Et après, je dois tourner. J'ai tourné l'émission. Les gars en cabine étaient Wanda que tu as tourné ça depuis. Comment? Tu as fait ça comment? J'ai tourné l'émission Roha. Quand j'ai fini de tourner, il y avait des patrons de Canal+ qui étaient là. Parce que le producteur, c'est pas Canal+ qui produit l'émission, c'est la boîte de production On est ensemble Production qui est basée à Abidjan là-bas. Les gars, à la fin de l'émission, ils m'appellent. Les gars de Canal Wanda, comment tu as fait? Mais c'est comme si tu es né pour ça. Sauf que ça faisait pendant des jours, j'avais répété. Et c'est là qu'on modifie mon contrat. Dans mon contrat, après la première émission, je suis quitté de 1 ou 2 émissions j'étais monté directement à 15 émissions sur 40. Oh, un bon Camerounais. Parce que la saison, c'est 40 émissions. Oui. Là, je suis monté à 15 émissions. Là, je suis place là. Et le même jour, j'ai tourné 2 autres émissions. Donc, j'en fais 3 émissions le même jour. Et puis c'est parti. Et je devais rentrer au lendemain au Cameroun. Évidemment, on a changé le billet d'avion. C'était. Je n'ai pas pu. J'ai dit que tu restes là. Il seulement dit que moi, quoi. Je suis là. Et puis, à partir de la saison d'après, je suis monté à 25 émissions sur les 40. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand on fait 40 émissions à la saison, moi j'en fais 25. Précis en fait. Non, c'est pas 25, on est sur 40. Je dois en faire 22 ou 23 comme ça. Précis fait 16 ou 17 à peu près. J'ai 2-3 émissions en plus parce que, comme on tourne 5 émissions par jour, et moi je commence souvent la première émission, c'est l'émission un peu la plus difficile. Commencer à tourner tout le matin, c'est dur. Surtout quand tu as en buvant 2 ou 3 bières. Non, parce que quand tu as l'argent, parce que tu as Abidjan, tu as les PDM, donc tu es lourd. Et puis tu as l'hôtel comme ça là. Je vais souffrir, pourquoi? Pourquoi je vais souffrir? J'ai l'argent sur moi. Oui. Donc l'émission du matin est toujours l'émission un peu difficile. Et du coup, comme c'est moi qu'on a choisi, c'est pour ça que j'ai 2-3 émissions en plus que précis. Voilà. Donc, c'est ces opportunités-là. Et Canal avait pensé à moi pour le Burger Quiz, parce que j'avais déjà fait 2 émissions avant. J'avais fait le Fort Boyard, Afrique, et j'avais fait Canal Tour, qui était un concert organisé par Canal+, à Canal Olympia Douala. Il y avait près de 5000 personnes. La star à l'époque, là, c'était Singela qui était la star. Il y avait déjà Loco,
qui était déjà star. Parce que le petit là est star depuis longtemps. Et il fait des buzz depuis très longtemps. Quoi. Il strike, il n'a que des tubes. C'est une très belle émission. Donc c'est fort de ces deux expériences-là que quand le projet du Burger Quiz est arrivé, Canal a dit, bon, essayez un peu Valérie. Mais je n'étais pas prévu. D'accord. Voilà, c'est pour dire que les opportunités, quand elles arrivent, il faut maintenant être capable de les saisir. Très important. Parce qu'une opportunité peut arriver et tu n'es pas capable de saisir l'opportunité. Oui. Si j'avais fait ma grand-mère, comme on dit souvent, quand on dit souvent que tu as fait ta maman, que tu arrives là, tu pars, non. Mais je me suis préparé, on m'a dit, viens faire 1 ou 2 émissions. Moi, je me suis préparé à bien faire une ou 2 émissions là. À arriver à l'aise, regarder la caméra, lire le prompteur. Parce que une émission comme celle-là, techniquement, c'est pas très compliqué. D'accord. Parce qu'en fait, tu as un prompteur. Ça, j'explique ça aux gens qui regardent là. Ce n'est pas que je suis trop fort et mémorise. Non, tu as un prompteur devant toi. Maintenant, il faut que tu puisses lire le prompteur en faisant comme si tu ne lis pas. Ça aussi, ça fait partie vraiment de l'aisance devant la caméra, de la maîtrise de soi, de la maîtrise de l'environnement. Parce qu'il y a plusieurs caméras. Et quand la caméra est allumée, tu regardes là. Après, elle s'éteint, l'autre s'allume, tu dois regarder là-bas. Ça, c'est des petites indications techniques. Après, l'autre s'allume. Donc, tu tournes. Il ne faut pas faire semblant de tourner. Tu tournes franchement vers la caméra qui est allumée. Quand ça s'éteint, tu te retournes vers l'autre. C'est les petites indications qu'il faut avoir. Et si tu prends la peine de regarder des émissions en ligne, tu comprends qu'à un moment, les animateurs tournent. Il ne faut pas semblant. Et au lieu que ça soit un truc artificiel, ça devient un truc esthétique. Ça fait partie des mouvements de caméra qui sont jolis à voir et tout et tout. Donc c'est à toi de comprendre ça quand tu regardes. Parce que je n'ai pas fait l'école de télé. Je n'ai pas fait l'école d'animateur. Naturel. Ouais. Naturel, non. Naturel, c'est trop facile. Mais c'est l'apprentissage autodidacte. D'accord. J'ai vu les gens faire. J'ai regardé, j'ai analysé, j'ai compris que quand il fait ça, ça veut dire qu'il se tourne. Et il ne faut pas oublier que j'ai commencé à faire la télé au Cameroun en 2003, à la CRTV. J'ai fait ma première émission à la CRTV, c'était Vendredi Show. Ça passait encore à l'époque à 23h. C'était Valérie Dikos-Oumarou qui présentait. Donc, depuis 2003 quand même, j'ai fréquenté les plateaux de télé. Donc, et quand tu vas à la CRTV, il y a quand même beaucoup de caméras. Avant que tu entres dans l'espace de jeu, tu vois quand même comment les gars ils font, comment et tout. Tu apprends. Tu apprends comme ça. À défaut d'aller à l'école pour apprendre ça, apprends sur le tas. Et quand tu apprends sur le tas, tu peux apprendre plus vite parce que tu es directement dans la pratique. Donc voilà. Donc c'est savoir saisir les opportunités, c'est ça. C'est être prêt. Mentalement, physiquement et techniquement. C'est-à-dire que par rapport à la maîtrise du boulot. Et c'est là où tu vas saisir l'opportunité. Et je crois beaucoup de Camerounais, surtout les influenceurs particulièrement de nos jours, ils ont pu saisir ces opportunités, particulièrement en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est toujours à cause de la familiarité, la belle famille et tout, mais la plupart, on peut compter nos influenceurs qui ont décidé de s'aventurer en Côte d'Ivoire et aujourd'hui on peut dire réussir plutôt bien. Non, c'est pas la très bonne analyse. Les influenceurs camerounais qui se sont installés en Côte d'Ivoire étaient déjà influents au Cameroun. Oui. La Côte d'Ivoire ne les a pas rendus influents. Il y a eu un plus. Ils nous ont toujours parlé d'opportunités. Oui, justement, parce que en Côte d'Ivoire, je vais être honnête, professionnellement, il y a quand même un peu plus d'opportunités. Pour la simple raison qu'il y a toujours un événement en Côte d'Ivoire. D'accord. Tu arrives à Abidjan, si on quitte à Abidjan, c'est 2h30 de vol maximum quand c'est un vol direct. Ça veut dire que celui qui part à Douala, au même moment que nous on arrive à Douala, lui n'est pas encore aidé. C'est 2h30 de vol quand c'est vol direct. Donc on part à Abidjan aujourd'hui, on va arriver à Abidjan, il y a 2 ou 3 concerts. Il y a 2 ou 3 événements dans le même jour, la même ville. Alors qu'à Yaoundé, on peut passer 2, 3 mois, 4 mois, il n'y a pas d'événement majeur. D'accord. Donc ça fait déjà qu'à Abidjan, il y a plus d'événements et donc un événement, c'est une opportunité. Parce que pour organiser un événement, les gens vont payer les influenceurs pour faire la pub de l'événement. Ça fait déjà que les influenceurs gagnent de l'argent. Les gens vont faire des plateaux télévisés avant,
pendant et même après. Ça fait que les gens ont de la visibilité en plus. Au Cameroun, les événements, c'est pas tout le temps, c'est rare. Et les entreprises en Côte d'Ivoire ont quand même plus, on va dire, de facilité à non pas de facilité, financent plus facilement les événements qu'au Cameroun. Au Cameroun, c'est comme le FAMLA. C'est comme la malchance, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie pro max. D'accord. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment et pourquoi une entreprise sponsorise un événement et pourquoi elle ne sponsorise pas un autre événement qui pourtant est plus grandiose et plus visible. Et puisqu'on parle d'événements, je crois que c'est important pour nous de revenir dans notre pays, puisque là, nous sommes en période post-électorale. J'admets que c'était un peu chaud pour tout le monde, mais particulièrement pour vous. Comment? C'était chaud, hein? C'était tellement chaud pour vous, parce qu'il y a tellement de personnes qui parlaient de Valérie Ndongo ces jours-ci. Alors, j'aimerais déjà que vous nous faites un petit briefing. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, l'élection, heureusement, j'ai quand même joué un rôle, on va dire, assez significatif dans cette élection, de par ma modeste personne, de par ma perception, de par mon art, de par les interviews que j'ai eu à faire depuis le mois de février dernier, en commençant par Maurice Kamto, ensuite je choisis aussi, bref, beaucoup de candidats, certains n'ont pas été validés, d'autres l'ont été. Donc c'est comme ça que j'entre vraiment dans le jeu direct de la présidentielle. Après, quand la candidature de Maurice Kamto est invalidée, moi je critique Maurice Kamto parce que je trouve que sa candidature n'a pas été validée. C'était prévisible. C'était prévisible et que ce n'est pas une surprise. Donc, et que le vrai problème s'est passé en 2020. En n'allant pas aux législatives municipales en 2020, il s'est lui-même privé de 2025. Dans la base, il était votre candidat en fait. Non, il n'a jamais été mon candidat. Qui a été votre candidat? Non, à la base, je m'étais laissé l'opportunité de décider parmi ceux qui seront validés. Je n'avais jamais dit officiellement pour qui je vais voter. Non. J'avais attendu de voir qui sera validé, confirmé. Ça ne sert à rien de voter, de dire que tu as voté un gars, après il n'est pas confirmé. Ça ne sert à rien. Tu vois, donc j'ai attendu et quand on a validé tout le monde, j'ai choisi parmi ceux qui sont validés. Et qui avez-vous choisi à ce moment? J'ai choisi Cabral Liby, c'est pas en secret. Oui. Maintenant, quand je critique Kamto, quand j'ose critiquer Kamto, là, c'est au début des problèmes. Oh là là. Ah, c'est le début des problèmes. Ça a été alors le début des problèmes. Et puis les gars, les sympathisants de Kamto du MRC ont cru qu'ils pouvaient me mettre la pression, qu'ils pouvaient m'intimider, qu'ils pouvaient m'insulter. Ils ont juste cru. Que j'allais disparaître des réseaux sociaux, j'allais. Mais ils ne connaissent pas bien par moi. En fait, les quartiers dans lesquels j'ai grandi, à Yaoundé, il faut que je les cite pour qu'on comprenne d'où je sors. J'ai grandi à Ntaba. Oh là là. En 89. Beaucoup n'ont pas connu Ntaba parce qu'on a rasé Ntaba. En tout cas, on a entendu parler. En 89, j'ai habité à Ntaba. J'ai habité à Tongolo. Là où on a rasé, là qu'on a fait les ministères, on a habité là-bas. J'ai habité à Ekounou. Oh là là. J'ai habité à Deux Chevaux. J'ai habité à Nkwayos. J'ai habité à Nkomu. J'ai habité à Ifoulan. J'ai habité à Mimboman. J'ai habité à Mimboman village. Avant de venir, le dernier quartier où j'ai habité avant de venir ici, c'est Obamongola. D'accord. Et tous les quartiers où j'ai habité quand j'étais jeune, il y avait une règle au quad. C'est que quand on te tape, tu rentres. Même si on te tape après, si c'est pas grave. Mais l'histoire doit retenir que on t'a tapé, tu as rendu. C'était d'abord ça la base. Tu dois rendre. Si tu n'as pas rendu, donc tes parents vont encore te taper. Parce que tu es un feignant. Tu ne vas pas t'en sortir ici dehors. Donc quand on te tape, tu rends. Si après on te tape encore, c'est pas grave. Il était plus fort que toi, ou bien c'était plus nombreux. Moi, tu as rendu. Donc c'est comme ça que moi j'ai grandi en fait. Et quand je vois les gars commencer après ils mettaient des traîtres, de coignets. Nous allons parler particulièrement de Raoul Christophe Mbia. J'ai dit que traître que je vous ai fait, on avait un contrat. D'accord. Donc là, et c'est là où je commence, à chaque injure, je renvoie 4. Et je prends le temps et la peine. Parfois, je répondais à 2000 commentaires. J'avais la rage. Les gars au Rwanda, on m'a dit que gars, ouais, ça va, non. J'avais la rage. Je dis que
je m'assois, vous faites 2000 commentaires, je réponds au moins à 1100 commentaires. Minimum, je répondais à minimum 400, 500. On a tendance à dire ça va finir au commissariat. Apparemment, votre histoire également, ça a fini au CED. Ça a failli finir au CED. Ça, c'était... Non, ça, c'était... Je ne sais pas pourquoi Raoul Christophe Biya a lancé cette polémique-là. Je ne sais pas pourquoi il faut ça l'aide. Alors que il peut trouver mon numéro de téléphone. Je ne le connais pas personnellement, on ne s'est jamais vu. Mais je connais Bruno Bidjan, on s'est déjà vu plusieurs fois. Donc, il aurait pu trouver mon téléphone. Il demandait à son pote Bruno. Si Bruno lui a donné mon téléphone, il m'aurait appelé pour me demander on t'a interpellé ou pas. Je lui aurais répondu. Mais bon, il a fait son alerte. Moi-même, j'ai appris que je suis au CED. J'ai vu ça en ligne. Et j'étais à Douala. Moi, Bakay de Menjoka, c'est que Douala, c'est une ville trop risquée. Tu arrives là-bas, il y a toujours un gars qui veut t'amener grand, allons boire un verre. Le un verre là finit par un casier, tu sais pas. Les gars de Douala sont agressifs. Tu sais pas pourquoi ils sont comme ça. Positivement. Oui, un peu un casier, un peu la bière. Le porc, il y a le poisson brisé, il y a là. Bref, moi je rentre de Njoka à Doul vers minuit, 1h du matin. Une amie m'a envoyé la capture d'écran. Que autre cède. Donc moi je suis kef, je vois c'est des caca, je vais voir ça le matin. Moi je dors ma chose dans la paix de Christ. Le lendemain, c'est les coups de fil qui me réveillent. Voilà, c'est comment, tu es où? Je sais où, comment, je suis à Doul. Tu es sûr, tout va bien. Et c'est après que je fais le lien qu'attends, il y a quoi? Après je me dis, je cause avec un ami, il me dit non, il ne faut pas répondre vraiment. Je vois 11h, midi, 13h, la polémique ne fait qu'enfler. Après, je l'appelle que Bononga, là, il faut que je réponde. Sinon, les gens vont croire que c'était un buzz et que j'étais complice de ce buzz-là, que j'ai fabriqué le buzz-là. Donc, il fallait que je fasse une sortie pour éclaircir les choses. Je ne fabrique pas les buzz comme ça, là. Les buzz que je fabrique, c'est mon travail. Que je fais un truc bien et ça fait le buzz. Voilà. Bon buzz. Et c'est ça que moi, je fais comme buzz. Les trucs qu'on va fabriquer, qu'on t'a enfermé, après on ne t'a pas enfermé, on va fabriquer que tu as fait ci, après tu as demander pardon, mais tu as eu les vues. Non, je ne fais pas ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait la vidéo vers 15h. C'est vers 15h que j'ai fait la vidéo pour dire que voilà. Donc c'est pour dire que le net c'est comme ça. Si tu n'as pas le cardio, sors. Voilà, rappelons que vous êtes un grand entrepreneur. Parlons franchement de votre propre cabaret, je vais appeler ça comme ça. Vous avez créé ce cabaret-là déjà pour vous, également pour d'autres humoristes comme vous, pour les stand-up et consorts. Alors j'aimerais savoir pour pendant la période électorale et même post-électorale, toutes ces activités autour de vous, en ligne et autres, ils ont affecté votre activité personnelle. Je parle là de votre entreprise. Oui, ça a affecté. Mais en général, on dit tout buzz est bien, en général. Mais à titre personnel, je pense qu'il y a des mauvais buzz. Moi, personnellement, je ne souscris pas complètement à cet adage-là que tout buzz est bon à prendre. Non. Mais, avant les élections, pendant et même après, oui, il y a eu un gros regain d'intérêt au Comedy Club. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui viennent au Comedy Club et je veux un peu voir le baril donc là qu'on nous fatigue les oreilles tous les jours sur internet. Il y en a qui viennent aussi par curiosité que bon je veux pas les voir. Il y a des habitués parce qu'on a quand même une bonne base au Valérien au Comedy Club qui existe depuis 3 ans. Enfin, ça fera 3 ans le 12 décembre prochain que ce lieu physique existe. Mais le Comedy Club lui-même existe depuis plus de 10 ans, depuis 2012. Le concept Valérien au Comedy Club. Mais ce n'est que depuis 3 ans que j'ai un lieu physique où on fait les spectacles chaque semaine. Mais pour cette saison, si on fait un spectacle toutes les 2 semaines. Et l'entrée est payante. La saison dernière, on faisait vendredi et samedi. C'était gratuit et tout. C'était pas mal. Mais maintenant, on s'est dit on préfère faire 2 fois par mois, faire des entrées payantes et avoir un spectacle plus consistant. Et ça marche nettement mieux. Ça rapporte un peu plus aussi. Et on avait déjà une bonne base. Et maintenant, il y a plus de monde aujourd'hui. Quand on fait un spectacle, un vendredi sur 2, il y a plus de monde. Les gens viennent parce que déjà, ils veulent se détendre. Yaoundé n'a pas de lieu de divertissement. Le seul de divertissement à Yaoundé au Cameroun, c'est le bar. Avec la musique. C'est le meilleur, je ne sais pas. Pour les Camerounais, avec la musique à fond, pour s'entendre, il faut crier. Les bruits. Voilà, et il n'y a pas un lieu de divertissement pour aller écouter un spectacle d'humour.
aller écouter des artistes qui ont des propos, qui ont des blagues, qui peuvent t'instruire à travers le rire et qui peuvent tout simplement te détendre. Tu es juste content d'avoir passé une bonne soirée. Si tu veux, tu rentres avec ta vraie femme. Si tu veux, tu rentres avec l'Njombao. C'est toi qui décides ça là-bas derrière. Oui, là, les gens viennent avec l'Njombao. Non, quoi, c'est ça. L'Njombao, c'est un doigt à la vie, non? Exactement, c'est clair. Ah, les femmes mariées sont trop mauvaises. Alors, toujours en train de vouloir tirer sur l'Njomba. L'Njomba travaille pour les femmes mariées, vous ne savez pas ça? Hein? Que quand ton mari rentre à la maison, il est heureux. Tu crois que le bonheur là, le sourire là vient d'où? Ah. Elle s'est bien occupée. Et pourtant le matin, la femme là a tendu ses nerfs. Parce que les femmes mariées, non, c'est les femmes mariées, vous de travail, c'est énerver vos maris le matin quand ils veulent partir au travail. Et donc le gars marié sort étant tendu. Parce que la femme mariée va s'assurer qu'il passe une mauvaise journée qui rentre. Ça veut dire que quand ils sont étant tendus. Erreur! Là, on ne va pas détendre le gars dehors. Donc quand il revient le soir, il est heureux. Vous voyez que le bonheur là vient d'où? Respectez vos Ndjomba. Elle travaille pour vous. Elle nous aide à garder les maisons en fait en paix. L'équilibre. Le dehors arrange le dedans. Voilà. Alors pour finir, j'aimerais savoir quel conseil donneriez-vous aux jeunes et surtout ceux-là qui ont une envie d'oser, mais dans votre domaine, l'humour en général, quel conseil pourriez-vous les donner aujourd'hui? Alors, quel conseil je pourrais donner aux jeunes qui veulent entreprendre dans le secteur de l'humour? Moi, je ne donne pas les conseils aux gens. Parce que moi, je n'aime pas la posture de haut conseil, les jeunes au conseil. Les jeunes, c'est comme si les jeunes ne savent pas ce qu'ils ont à faire, ils savent ce qu'ils ont à faire. Les jeunes ont des projets, les jeunes ont des visions. Parmi les jeunes, il y a des jeunes irrécupérables. Il y a des gars, tu ne peux rien faire avec lui. Lui, il faut le laisser. Et perds même pas le temps de travailler avec lui. Par contre, il y a d'autres jeunes qui ont juste besoin d'opportunités. Ils ont besoin de conseils, mais c'est des conseils en B2B. C'est-à-dire, c'est quand moi je conseille des jeunes que je vois à l'œuvre. Parce que les conseils comme ça, les jeunes savent ça. Tout le monde sait, même si certains ne veulent pas l'avouer, le secret c'est le travail. Tout le monde sait ça. Oui. Même si certains trouvent que c'est une formule trop facile. Mais effectivement, c'est une formule qui peut devenir facile parce qu'on dit ça tout le monde sur le travail, sur le travail, sur le travail. Donc, ça peut faire comme si c'était un truc pour se débarrasser des gens. Tu vois. Par contre, les jeunes ont besoin d'opportunités. Moi, je connais beaucoup de jeunes très braves qui ont juste eu besoin d'avoir des modèles. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font l'humour parce qu'ils ont vu Valérie Ndongo faire l'humour. Exactement. Tout simplement pour ça. Parce qu'ils ont vu Valérie Ndongo réussir dans l'humour. Parce qu'il faut des modèles de réussite pour motiver les gens. Beaucoup de gens font le foot aujourd'hui parce qu'Eto a réussi au foot. Ouais. Ce n'est pas parce que le foot est beau. C'est parce qu'ils voient que Eto a réussi. Et derrière Eto, il y a beaucoup d'autres footballeurs qui ont réussi. Donc, il y a des modèles de réussite dans le football qui fait que les gens aient envie de faire le football. Dans l'humour, c'est pareil. Moi, je suis content parce qu'aujourd'hui, je suis déjà je suis un doyen déjà. Tous ces jeunes-là, je dis bien pratiquement tous, ils se sont dit que ça peut marcher parce qu'ils m'ont vu faire. Entre ceux que j'ai formés, qui sont hyper nombreux, et même ceux que je n'ai pas formés directement, qui sont aussi nombreux, hein, c'est le modèle de réussite. Donc, si toi tu réussis, ta réussite est déjà un enseignement pour les autres. Donc, c'est pour ça que c'est important que chacun fasse bien ce qu'il a à faire. Quand tu vas réussir, ta réussite doit enseigner aux autres. Maintenant, moi je dis toujours aux jeunes qui viennent me voir, oh grand, je veux faire ça. Je dis simplement, fais ce que tu as à faire. Si tu le fais bien, on va se recroiser. Exactement. Si tu fais bien ce que tu fais, on va se recroiser. Et il y a beaucoup de gens à qui je ne donne pas mon numéro. Je dis, mon numéro ne va pas t'aider. Ça va te servir à rien. Mais si tu fais ce que tu fais, si tu le fais bien, je te garantis 100% qu'on va se recroiser. Ici ou ailleurs, dans un plateau ou n'importe quoi. Parce que ceux qui travaillent vont vers la réussite. Et ceux qui réussissent vont au même endroit. C'est l'endroit où ceux qui ont brise arrivent. C'est un endroit, ce n'est pas deux. On va tous se voir là-bas. C'est pour ça, dans le milieu culturel, quand tu commences à Brice, tu ne suis pas pressé, tu vas voir toutes les stars. Il ne faut pas courir, tu vas les voir toutes. Tu vas croiser tout le monde, un jour ou l'autre. Peut-être pas tous de façon numérique, mais tu vas croiser beaucoup de stars. Tu vois un peu. Mais moi, chaque fois qu'on me pose cette question-là, à la fin, moi, je termine toujours sur l'ongomna. Les jeunes font déjà leur part depuis très longtemps. Les jeunes, pour beaucoup, n'attendent même plus rien de l'État. Parce qu'on sait que l'État nous a mis en dème.
L'État nous a dit indemne depuis longtemps. Un jeune normal ici au Cameroun, il sait qu'il doit se battre lui-même. Quand l'État amène mon soutien, il est mon wanake qui est, ça existe. Non, tu es surpris que merde, l'État existe. Tu vois, donc, moi j'aime toujours rappeler ça, j'aime toujours ramener cette question-là à l'État. C'est à l'État de faire sa part en tant qu'État. Structurer, financer les projets des gens. Moi, je dis même souvent que financer seulement. Ne conseillez pas les jeunes. Les jeunes n'ont pas besoin de conseils. Les jeunes ont besoin d'argent pour mettre en place des projets. Maintenant, l'État doit contrôler comment l'argent là est utilisé. Exactement. Il y a des jeunes à qui tu as donné l'argent, il va manger l'argent là. Ouais, il faut que l'État soit là comme le gendarme, mange l'argent là, tu vas voir ce qu'on va te faire. Dès que les jeunes auront les financements et sauront que s'ils mangent l'argent, ils partent en prison. C'est important donc, l'État, donner l'argent. On va dire les conseils, ce n'est pas les conseils qu'on demande. Donner l'argent aux jeunes pour entreprendre. Les jeunes dynamiques, on les connaît. Ce n'est pas difficile de les connaître. Ils savent faire des dossiers, machin. S'il n'y a pas l'argent, trouver l'argent et donner. Merci beaucoup Valérie Ndongo pour ces conseils, je précise, très pertinents, surtout vis-à-vis de l'État et à la jeunesse bien évidemment, et surtout merci pour l'euphorie. C'était très agréable en tout cas. Ok, merci beaucoup. Voilà. J'espère vous revoir une prochaine fois, toujours sur le plateau de MK Media, pourquoi pas. Bon, en tout cas, MK Media a l'avantage d'être mon voisin de quartier, donc ça veut dire qu'on pourra se revoir. D'accord, c'est génial. Allez, c'est la fin pour Dis-moi ce que tu fais de ce jour. N'oubliez pas, nous avons eu beaucoup de rires, beaucoup de fou rires, mais surtout des conseils, pas n'importe lesquels. Il a précisé un point très important. Les jeunes n'ont pas toujours besoin de conseils, c'est vrai, il faut avoir des conseils, mais ils ont besoin d'argent. D'argent. Donnons l'argent à notre jeunesse pour innover, créer des projets. On peut également les guider, pourquoi pas. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, dis-moi ce que tu fais, nous avons pu apprendre et pourquoi pas nous instruire. À la présentation, je suis Tatiana Yanda. Au cadrage, nous avons Fabrice Ondoa, également Clara Nyangono et toujours à la réalisation Clara Nyangono. Supervision générale Simplice Foguet. Dis-moi ce que tu fais, c'est tout pour aujourd'hui. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages Facebook, YouTube et même Instagram. Et pourquoi pas visiter notre site media-mk.com. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, sur MK Media, nous parlons de vous pour que le monde vous découvre.